Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre programme, le décryptage de la semaine, qui est quand même une composante du grand programme Dimanche C'est politique. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforékan. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Déjà avant donc d'aborder quelques sujets relevant de l'actualité de la semaine, Agapit Napoléon Maforékan, nous avons eu droit à nos plateaux, l'entretien ou en nouvelle diffusion. On a eu droit tout de même à un plateau sur lequel est revenu justement un de ces cadres du Bénin qui voudrait que les intellectuels soient désormais, accompagnent désormais la gouvernance. Agapit Napoléon Maforékan, également dans l'hebdo des éditorialistes, on a parlé globalement de la cherté des denrées alimentaires de première nécessité. Cette question quand même, ça revient toujours, Agapit Napoléon Maforékan, parce que ça touche le quotidien des Béninois. Oui, ça touche le quotidien des Béninois, mais avant d'y aller, vous n'avez pas parlé du duel qui n'a pas eu lieu, pas parce que les invités n'étaient pas là, mais parce qu'au dernier moment, un homme politique s'est permis d'empêcher quelqu'un qui a toujours parlé au nom de la formation politique, on l'empêche donc d'aller au duel, alors que depuis 3, 4, 5, 6 mois, ce monsieur venait sur les plateaux et défendait quand même la vision du parti, et il n'y a jamais eu un démenti au niveau du parti, parce que c'est pas un bon comportement. Il y en a qui sont frileux, et lorsqu'ils prennent des responsabilités, ils doivent apprendre à les assumer, et surtout à ne pas faire ce qu'ils critiquent. Parce que vous donnez mandat à quelqu'un, il parle en vote. Non, mais quand vous voulez lui retirer le mandat, retirez-lui tranquillement et honorablement. Mais quand la personne se déplace pratiquement au plateau, à quelques minutes, vous l'exposez en public, vous lui enlevez un brin de dignité. Ça veut dire qu'il s'est pointé là sans mandat, alors qu'il a toujours parlé en votre nom. Mais ensuite, vous gâchez le programme de la télévision. Tout à fait. Vous gâchez le programme. Donc vous ne connaissez pas ces choses. Pas... Alors que par ailleurs, vous avez quand même demandé à ce que vous ayez un accès aux médias. Vous voulez avoir accès aux médias, vous voulez avoir accès aux médias, vous voulez que les gens parlent bien, vous êtes tellement frileux que lorsque quelqu'un glisse une petite critique là, vos cheveux se drainent sur votre tête. Je pense qu'il faut faire un peu d'effort, hein, et ça, pour être leader, chef de file de l'opposition, il me semble qu'on doit faire encore beaucoup plus d'efforts. Ça, c'est important de le dire, parce que je parlais vraiment du parti CBE, pour ne pas le citer, si ils ont envie de passer, donner leur version, ils doivent pouvoir le faire, parce que c'est pas normal de mettre à mal les programmes comme ça, et après se lamenter qu'on n'a pas bon accès. Parce que nous respectons quand même les téléspectateurs. Ils ont droit à leur programme. Nous respectons les partenaires, qui eux, ils sont les partis politiques, toutes les parties prenantes qui viennent. Mais lorsque on a plus d'habitude, et vous attendez les derniers moments, alors que le plateau est prêt, et vous anéantissez tout ça, sur des raisons qui vous sont propres, mais dans lesquelles nous, on n'a pas à entrer. Mais quand même, prenez le soin de régler vos problèmes en coulisses et de ne pas venir gâcher le programme de l'antenne. Je pense que chacun serait quitte. Voilà. Cela dit, on revient sur le plateau pour parler de la matinée et de ceux qui ont bien daigné répondre à nos invitations et qui n'ont pas eu de patrons qui les ont empêchés, heureusement d'ailleurs qui sont nombreux à ne pas le faire. Alors, le professeur de Siovo, on a déjà eu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau l'écouter, le réécouter, on a l'impression qu'on peut encore le réécouter une nouvelle fois. Parce que c'est dit avec calme, mais avec conviction, avec fermeté. Je pense que chaque cadre devrait l'écouter, devrait enregistrer. Et quand je dis cadre, pas que les fonctionnaires, chaque citoyen béninois, en mesure d'apporter quelque chose au pays, doit pouvoir écouter une sorte de plaidoyer. Je préfère en présenter un plaidoyer du professeur de Siovo en faveur donc, du développement du pays. Un gouvernement qui n'est pas venu par coup de force, qui est venu de point de vue, par les institutions, par le jeu des institutions, doit pouvoir recevoir l'assentiment de tous, je l'avais déjà dit. Et recevoir l'assentiment ne veut pas dire que tout le monde adoube, tout le monde chante et applaudisse, non. L'assentiment veut dire chacun de là où il est apporte son concours au développement. De sa manière. À sa manière à lui. Vous savez, je déplorais que le duel de tout à l'heure n'ait pas eu, parce que sur des aspects, lorsque quelqu'un qui pense que le gouvernement est sur la bonne voie émet un certain nombre d'avis, l'autre trouve des nuances. Exactement. Et c'est ça qui fait avancer les débats. Donc, ce monsieur qui vient parler au nom de l'opposition apporte quelque chose au débat.
hein, il apporte quelque chose au débat d'important parce qu'il a une autre lecture de l'actualité et de la gouvernance. L'homme politique qui l'écoute, le décideur qui l'écoute, peut-être trouve sa part, ne va pas tout accepter sans doute, mais de temps en temps, peut trouver sa part dedans. Voilà déjà une manière de jouer sa partition, et ainsi de suite. Mais donc, quand on dit que quand même les cadres ont contribué à plomber le pays, c'est trop facile quand même, Agapit Napoléon Maforika. C'est sûr que vous étiez jeune hein, en 90, vous n'avez pas écouté les grands discours de Mathieu Kérékou vers la fin du système. Et vous comprendrez que le prochain n'a pas dit autre chose. Kérékou le pense. Il a pensé pendant longtemps, il a dit, il a redit. Je vais vous rappeler les deux formules que je répète souvent, intellectuel taré et intellectuel dépaysé. Et ça, c'est les formules de Mathieu Kérékou. Et ce n'était pas des formules lapidaires. Lorsque vous l'entendez le dire, je suis désolé, les sociétés d'État ont été créées en 1914, ou en 1915, des cadres ont été mis, comme le dit Kérékou, ce n'est pas nous qui avons dirigé cette société, c'est les cadres. Ils ont été formés, bardés de diplômes. C'est ce qu'il dit, bardés de diplômes. Ils ont été formés dans les grandes universités occidentales. Ils sont venus, on leur a confié la gestion des sociétés. 10 ans après, ils les ont tués une à une. Il y en a qui étaient DG à l'ouverture des sociétés et étaient DG à la liquidation. Donc du coup, demandez-leur. Ça, c'est le président Kérékou. Dans plusieurs prises de position, je pense qu'il doit être bien des bandes parfois. Donc, vous pouvez écouter. Alors, quand il le dit parfois avec mépris. Il faut le dire clairement. Hein, parce que, ouais, c'est ça, oui, professeur, agrégé, docteur, spécialiste, expert, tout ça, qu'on se bat de tout ça. Mais devant une situation, vous êtes perdu. Les titres ronflants et gonflants. Devant une situation, vous êtes perdu. Vous n'avez pas la réponse appropriée. Vous n'avez pas. Alors, à quoi sert tout votre diplôme, hein, tout ça là, si ça ne peut pas servir à développer le pays. Donc, quand le président Talon est arrivé, très bien, moi j'en connais des qui étaient à Bono chaud pendant la campagne. Mais quand le président est allé en France, il a parlé de désert de compétences. Ah ben là, j'ai écouté les diatribes de ce monsieur, et je veux pas aller, mais franchement, il tombait à la il dit, ah non, c'est pas possible. Mais c'est exactement, mais le président, ce qu'il dit là, à la limite, va lui demander, ou demande à ceux qui sont proches, puisque tu es quand même un soutien, va demander qu'est-ce que le président met dans le désert de compétences. Alors, je suis convaincu que si nos diplômés, nous diplômés, tout le monde, ceux qui sont diplômés en ci, en ça, experts, agrégés, docteurs, masters, tout ça, si chacun faisait bien le travail, hein, s'engageait réellement, faisait bien le travail, honnêtement et loyalement, on ne serait pas dans un désert de compétences. Quand l'autre disait le bel quartier latin, nous parlons gros français, les gens parlent de quartier latin, c'est le meilleur. Non, c'est parler français. C'était le français. C'est parler français. Alors, vous parlez français et vous êtes incapable de régler les problèmes sérieux. Vous êtes incapable de résoudre une équation, de décoder une équation. Vous êtes incapable de régler les petites formules mathématiques dont il y a même d'ailleurs des théorèmes. Il suffit simplement de mettre les X et les Y à leur place pour que vous puissiez avoir la solution. Si vous n'êtes pas capable de le faire, bon, à quoi vous servez? Donc c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Heureusement d'ailleurs, heureusement, c'est pas tout le monde. Il y en a qui se chinent et on les voit tous les jours. Là, je peux vous sillonner l'administration. Il y en a. Vous savez, je vais faire une digression. Lorsque le gouvernement a nommé le procureur général après la Cour des comptes, monsieur Joël Jodi, oui. J'ai écouté, et pas un seul, à des niveaux donnés, j'ai lu des commentaires sur lui. Mais c'est unanime. On reconnaît un commun de l'État. C'est le LG. Il se déploie. Et quand vous entendez ça, il n'y a pas que lui, j'ai sorti le nom parce que c'est le plus récent peut-être. Mais j'ai vu Mme Poyon, Elisabeth, dans le commentaire de la Cour constitutionnelle. Mais c'est une dame, on peut dire qu'elle a créé la Cour constitutionnelle. Alors qu'elle était rejetée par le président de la République de l'époque, mais elle a pris la tête de cette cour, et de main de maître, elle a balisé la cour. Et pratiquement 25 ans après, elle applaudit les nouvelles réformes, au moment où certains qui devraient être d'accord, parce qu'ils ont été à la base, ils ont écrit les tests, hein, jouer encore aux professeurs, elle, praticienne. Et c'est là que vous voyez la différence entre la théorie et la pratique. Elle, praticienne, a compris que, oui, au départ, nous avions été diffusés, mais on a essayé de faire comme ça. Mais là, la nouvelle
orientation est bonne parce que quand vous l'écoutez... Et quand vous l'écoutez, effectivement, vous sentez que, justement, elle a été quand même marquée par ces choses. Et vous avez rappelé par ici, Agapit Napoléon Maforican, la résistance ou les difficultés que nous avions connues dès les premières années de la Cour. D'abord, on ne voulait pas l'installer. Après, on a rejeté des gens. Madame Elisabeth Poyon, et le président Magra, on disait qu'il n'était pas une personnalité. Exactement. Pareil. Bon, alors, la Cour a été installée finalement. Parce que moi, j'ai démissionné. Mais elle a passé 5 années, cette cour difficile. Disons 3 années difficiles. Et les 2 autres années, parce que Mathieu Kérékou est venu entre-temps et a rendu les rapports beaucoup plus chauds. Voilà un peu là. Donc, quand on parle des intellectuels, voilà la situation. Je parle de 2. Le a été secrétaire général, il vient d'être nommé, bon commis, et témoignage de beaucoup de collègues qui l'ont côtoyé, d'usagers de la maison qui l'ont côtoyé. Madame Poyon, elle a quitté la cour depuis 1998. Sur un coup, un dernier coup, un de ces coups dont on est habitué dans le pays également, hein, elle a été victime de sa fermeté et surtout de la popularité qu'elle a eue à l'époque. Ça a rendu certains jaloux et pour dire les choses et on l'a éjecté d'une manière franchement pas gentille. Voilà un peu, quand vous avez cette situation, comment vous voulez que puisse célébrer le cadre. Donc, comme je le dis, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Et je pense que ceux qui font loyalement et raisonnablement et correctement leur travail doivent être fiers. Mais il se fait, hélas, que ce n'est pas la majorité, hélas. Vous voyez, dans les administrations, moi, j'ai regardé une structure comme la Sobebra. J'avais déjà pris cet exemple une fois, si je me trompe. La Sobebra, c'était avant la Société nationale de brasserie La Béninoise, sur la Révolution. Et elle était en difficulté, comme toute la société dont je voulais parler. Sur le renouveau démocratique, il y a eu un débat pour la nationaliser. Grand débat d'idéologie, de tout ça là au Parlement. Et puis bon, elle était nationalisée. Elle était dans une situation tellement que je ne sais pas combien l'État l'a cédé. Aujourd'hui, malgré 1 ou 2 années de concurrence dure, il y a quelques 6 ou 7 ans, avec des biens de Nigeria, cette société tient et sponsorise beaucoup d'événements et sans doute contribue au fisc. Ça veut dire quoi? La gestion. C'est des Béninois qui sont là, hein. En dehors du management, peut-être la tête, mais beaucoup de Béninois sont là et travaillent. Et ils savent ce qu'on appelle la gestion. Ils savent ce qu'on appelle la rigueur. Donc, c'est l'environnement dans lequel on les met parfois. Et c'est là que, pour conclure cette partie, c'est les mêmes Béninois qui sont autour du parti Talon. C'est les mêmes qui ont été avec Bougnaï. Peut-être que tous ne sont pas... On n'a pas de ministre. Mais on a UPBR, certains cadres. Et d'ailleurs, aux finances, par exemple, quand le ministre Badaya a fait d'État, il n'a pas changé pratiquement. Ce premier quinquennat, il a travaillé avec pratiquement tous ceux qui étaient là. Et donc ça dépend du management. C'est les mêmes qui ont travaillé avec le ministre Bien. C'est les mêmes qui ont travaillé avec le ministre Komi Koutié. C'est les mêmes qui ont travaillé avec Robia Wadaï. Est-ce que les résultats étaient les mêmes? Et donc ça dépend du management. Ça dépend également. Donc quand on a parlé du cadre, maintenant il faut parler du management. Ça dépend également donc du management. C'est pour ça qu'on doit être rigoureux sur les principes, sur les normes. Quand la norme est établie, il n'y a plus on regarde dedans. Notre problème ici, c'est que quand tu es ferme, on a l'impression que tu es dictateur, tu es imposant, que tu n'es pas humain, et que tu n'es pas au Bénin, et que tu te... Et donc, du coup, on a un environnement et des pesanteurs tellement rétrogrades que l'objectif n'est pas le résultat. L'objectif, c'est toujours une certaine condescendance à laisser faire parce qu'on est entre nous, on peut le faire comme ça. Oui, justement, est-ce que ce n'est pas parce que nous considérons que l'État, c'est pour nous tous, on ne devrait pas gérer l'État comme une entreprise, justement, parce que ce n'est pas la première fois que vous entendez. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est pas l'État. Si vous gérez l'État comme notre affaire à tous, on va connaître la banqueroute de 90. Hein? On va connaître ça. C'est ça justement. C'est notre affaire à tous. Chacun rentre dedans, il prend. Chacun il prend pour lui. On a créé des sociétés, les gens, au lieu d'acheter des trucs, il les prenait. Le DG prend pour lui. Enfin, il envoie au ministre. Et enfin, tout le cabinet est servi. Le DG lui prend, sa famille prend, et la famille de sa famille prend. Et vous voyez, vous descendez tout ça et
On a tué l'affaire en 5 ans. Terminé. Les études préalables à la nationalisation, on n'a pas demandé. C'est quand même des cadres qui doivent le faire. C'est des cadres révolutionnaires. C'est des jeunes qui sont venus, il y en a quelques résistants, quelques qui sont encore là, mais c'est des jeunes qui viennent de diplôme. C'est eux, c'est pas les blancs qu'on a chassés. Donc, comment on a créé cette société sans des études préalables de marché? Comment alors, ceux qui l'ont fait, ils ont étudié où? Ils ne connaissent pas les outils. Donc, vous voyez, quand on tourne dedans, on ne peut pas en vouloir à celui qui parle de taré, de dépaysé ou de désert. Après, ça, on a généré la béninoiserie. C'est peut-être pas encore sur ce chapitre-là, mais comme je disais que Mme Poyon a été éjectée, on peut dire qu'elle était victime de la béninoiserie. Voilà. Agapit Napoléon Maforgan, on l'évoquait et ça a été voilà, amplement discuté lors donc, de l'hebdo des éditorialistes. La cherté des denrées alimentaires de première nécessité, ça revient toujours, Agapit Napoléon Maforgan, ça touche le quotidien des Béninois. Vous savez, nous sommes appelés à manger et puis quand c'est cher, c'est compliqué quand même. Oui, effectivement, Romuald, quand c'est cher, ça touche tout le monde, donc tout le monde est fâché. Et ça donne lieu à beaucoup donc, de réactions, les plateaux, c'est normal. Mais le porte-parole du gouvernement, il me semble, lors de l'interview qu'il a donnée, il a quand même très bien expliqué. Je pense quand même qu'ailleurs, il a encore expliqué. Bon, ça n'a pas encore dissipé. C'est une situation conjoncturelle, il me semble, et donc il va trouver une solution. Sans doute, ce qui est sûr, pas évident qu'on retourne au prix ancien. Vous savez, le système, le libéralisme, hein, lorsqu'on est dans un certain libéralisme, et comme on l'a déclenché en 90, pour les nostalgiques de la conférence nationale, on a le libéralisme que certains ont appelé sauvage, parce qu'on ne l'a pas encadré. On ne l'a pas encadré. Alors, il y avait avant des contrôleurs de prix qui passaient dans nos marchés, qui vérifiaient les prix par rapport à la norme, faisait la répression, il me semble, j'étais assez jeune, mais je connais ce corps. Mais après, le corps était dissous, parce qu'il fallait bien faire économie d'agents de la fonction publique. Ce corps a été dissous, c'est vrai. Mais au nom de la régulation de l'État, la régulation sociale, moi je pense que, quoi que l'État puisse faire, s'il ne met pas en place une politique de répression, après quelques organisations, on ne peut pas après, on ne peut pas en arriver à des situations stables. Le gardien à 500 francs, ça ne devrait pas être le cas. Parce que le manioc, il n'y a pas d'impôt sur le manioc. Mais les gens vont vous dire, oui, mais d'accord, nous on fait du gari, mais vous pensez qu'on fait du gari, qu'on le vend pour aller manger du gari. Nous, si on a envie de boire de la bière, on a envie de boire du vin et du champagne. Et donc, quand ils le disent, ils posent un autre problème, qui est effectivement la cherté progressivement de certains produits qui entrent dans le pays. Si on doit laisser libre cours à la concurrence, il faut un encadrement. Et l'encadrement, je ne sais pas si aujourd'hui les structures de l'État, telles qu'elles sont, arrivent à les gérer. Mais moi, je connais l'ancien système qui permettait à l'État d'avoir des données. Rien que la présence du contrôle de prix, les gens baissent déjà les prix parce qu'ils ont peur. Donc, la peur du gendarme, on l'a dit toujours. Et le commencement de la donc, l'État a peut-être d'autres outils, mais il faudrait qu'il active, qu'il actionne pour que ça revienne, que la situation redevienne plus ou moins tenable. Tenable, très bien. Agapit Napoléon Maforgan, le parti restaurer la confiance. On en parlait justement avec vous. Le parti est né, est créé, c'est effectif désormais. Le bureau est mis en place. Irénée Agossa préside donc la destinée de ce parti politique qui se réclame de l'opposition. Je crois que l'offensive est donc lancée, ou la concurrence donc lancée au sein de l'opposition béninoise. Bon, disons que je n'ai pas envie offensive, concurrence, tout ça. Bon, c'est le jeu normal, non? Ce qui est intéressant, c'est que, au moins, clairement, nous avons une autre force politique au niveau de l'opposition qui a envie de jouer un rôle. C'est intéressant. Après, on analysera après le comportement des acteurs. Nous avons déjà eu d'autres séances, on a parlé de cela. Exactement. On va analyser le comportement des acteurs. Il y a un ancien qui est là, qui sans doute, bon, vu un peu comment c'est allé en flèche, peut-être
commence pas à voir peut-être un peu trop la situation facile, peut-être, il faudrait peut-être quelque chose pour le fouetter, pour le faire sortir de son cancan. Peut-être. Donc, on va voir. Certainement que les membres donc, du parti RLC ont bien compris l'enjeu déjà quand il s'agit de leur idéologie. Par exemple, le social-libéral, bon, c'est vrai que on n'a pas trop cette culture ici, mais il se donne quand même cette idéologie, Agapit Napoléon Mafoïka. Ce n'est pas l'idéologie qui leur fera gagner les élections. Ça pourra quand même permettre d'attirer vers soi quelques élites. Non, c'est pas ça qui fait attirer les élites. Vous avez UPBR. Exactement. D'accord. Les UPD, ils sont social-démocrates. Les autres sont des républicains. Enfin, oui, des libéraux. Voilà. Oui, exactement. Bon, ils soutiennent le gouvernement, ensemble. Alors, la politique du gouvernement, elle est social-démocrate ou elle est libérale? Voilà. Donc, ici, ces choses ne fonctionnent pas trop. Ça, c'est la première chose que je dirais. Deuxième chose, vous ne pouvez pas gouverner aujourd'hui en étant que social-démocrate. C'est impossible. C'est impossible. Hein? C'est difficile parce que le marché lui-même se libéralise. Et vous ne pouvez pas vous enfermer. Donc, pour partager, il faut déjà produire. C'est clair. L'État-providence est terminé. L'État-providence est terminé. Donc, socialiste, social-démocrate. Mais est-ce que le rôle prépondérant de l'État, ce n'est pas le social en réalité? Parce que c'est le bien-être des populations. Oui, le bien-être, vous ne pouvez pas savoir que faire une route, elle fait pas du bien-être. Le problème, quand on parle du bien-être, c'est comme la liberté. Les gens pensent que c'est à sens unique. Que c'est l'argent qu'on vous donnera qui procure le bien-être. Les hôpitaux, sans médecins qui sont en grève, sans service minimum. Lorsqu'on règle cette question, ce n'est pas du social. Lorsqu'on termine l'école normalement, lorsqu'on termine les années scolaires, dans les mêmes conditions en privé qu'en public, ce n'est pas du social. Alors, pour ceux qui doutent que c'est du social, lorsqu'on termine l'année, tous les enfants ont eu le même programme et donc les mêmes programmes ont été déroulés et tous les enfants sont presque dans les mêmes conditions pour affronter les examens. Voilà par exemple une manière de voir la chose. Donc, le social, ça dépend de l'ancrage que vous lui donnez, ça dépend de l'orientation. Il y a plusieurs écoles sur cette question. Donc, on ne va pas développer cette théorie ici, à l'instant, mais c'est pour vous dire que quel que soit l'ancrage que vous donnez à votre gouvernance, trop libéral, trop social, l'essentiel est quoi? Mais vous ne gouvernez pas les choses. Vous gouvernez des hommes. Et les hommes doivent, s'ils ne se sentent pas bien, ils ne peuvent pas être gouvernés. Un pays ravagé par la maladie, par une pandémie, enfin pas une épidémie, comment vous, chef, vous pouvez être? Donc, toute une politique gouvernementale concourt à un certain idéal, à des résultats. Donc, la question de savoir à quel moment vous enclenchez le partage des revenus. Si vous partagez sans tenir compte de l'état de la caisse, vous êtes obligé d'aller passer de l'argent pour payer les salaires. Ce qui n'est pas normal. C'est ça qui nous a conduit à la banqueroute de 87-89. Donc, il ne peut pas y avoir social s'il n'y a pas eu de production. Et il ne peut pas y avoir production sans travail. Alors, social-démocrate, social-libéral, social-libéral, tout ça, s'ils ne font pas l'apologie du travail, et du travail bien fait, on n'aura aucun résultat. On revient à RLC. Oui. Ce parti, je le dis, l'environnement de création du parti, peut-être, avec la léthargie qu'on observe peut-être au niveau des FCBE depuis la fin de la présidentielle, ça peut lui offrir un champ favorable. Je dis peu, parce que en réalité, si les FCBE avaient gardé leur dynamique, en tout cas dynamique médiatique, je veux dire, parce que si peut-être qu'ils travaillent à l'ombre, on ne sait pas. Ensuite, on voit que M. Ngoué est seul, on ne voit pas les autres. C'est à croire qu'il est seul. Une telle situation ne permet pas... Enfin, offre du champ à RLC. Après, maintenant, ça dépend du management des uns et des autres. Donc, il faut attendre de voir. Est-ce que l'accès, ou du moins l'animation médiatique, est une composante importante quand on sait que, c'est vrai, nous avons vu dans la semaine avec la tournée, donc le chef de file de l'opposition, mais il y a des choses qui peuvent se faire
dans l'ombre pour 2023. C'est ça que je dis. Je dis, donc, du point de vue médiatique. Après, il y a des choses que chacun peut faire à l'interne, puisque les élections, ce n'est pas non plus les médias qui les jouent. Les élections se jouent dans les urnes et avec des populations. Donc, peut-être que les FCBE ont d'autres stratégies de parler aux populations. L'un ou dans l'autre, l'avènement de RLC est une bonne chose, parce qu'il permet, désormais sur le terrain, une animation de la vie par l'opposition. Il renforce les réformes du système partisan. Il renforce cette réforme, puisque ceux qui n'avaient vu que deux partis de la majorité verront déjà maintenant suffisamment de points de vue, parce qu'on en a assez pour animer la vie politique. Voilà, donc pour moi, a priori, rien à dire, que chacun joue son jeu dans le strict respect des lois de la République. RLC créé aujourd'hui, pour quel ancrage pour 2023? C'est la grosse question quand même. C'est un gros défi à relever. Oh bien oui, j'avais déjà donné un avis sur cette question. J'ai pas du tout envie de le reprendre, tout simplement parce que ça c'était dans la projection. Après, gardons ça en idée et voyons comment le comportement. En réalité, rien n'est taillé dans du marbre. Le problème, il n'y a pas de la place pour beaucoup, mais il n'est pas dit que quelqu'un ne peut pas ravir la place à l'autre. C'est une affaire du terrain, de la gestion du terrain, du management du terrain. Alors, donc, aujourd'hui, quand vous prenez un parti d'opposition, que ce soit RLC ou FCBE, ils auront désormais deux batailles à mener. La première bataille contre la majorité en place, la seconde contre l'autre parti d'opposition. Donc, je pense que ça va contribuer beaucoup plus à l'animation du débat sur le terrain. Après, comme je dis, chacun aura l'occasion de démontrer ce qu'il peut. Mais les deux ne peuvent pas se représenter, ne peuvent pas avoir les 10%. Ils n'auront pas, les deux. Ça, c'est... Les deux n'auront pas. Et quand effectivement on parle du RLC, du parti RLC, on parle du parti FCBE à travers donc, le chef de file de l'opposition, mais les démocrates sont quand même là, Agapit Napoléon Maforik. C'est vrai que... S'ils viennent, ils seront trois. Et pour le moment, on ne les voit pas. Donc, je n'ai pas envie de parler d'eux. Ils ne sont pas là. Dans l'analyse que nous faisons, si Irénée Agossa et son groupe arrivent à dépouiller les démocrates, ça pourrait être pour eux un avantage. Parce que ce sont quand même d'anciens membres. Si les anciens camarades des démocrates qui sont au FCBE arrivent à les dépouiller, ce serait aussi un élément positif pour eux. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on attende un peu. De manière formelle, RLC n'existe pas encore. La volonté a été annoncée. Ils vont rentrer dans une stratégie de procédure. J'espère qu'ils vont vite l'achever pour pouvoir être en mesure d'être de la bataille et surtout d'animer la vie politique. Ça va sortir, comme je vous l'ai dit, et les autres peut-être de leur état aussi. Ça va animer le débat et ça va rendre nos plateaux plus enrichis. Vous savez que les partis politiques doivent animer la vie politique. Bien sûr, oui. Quand ils désertent, par exemple, les acteurs de la société civile peuvent se retrouver et voilà, on voit plus les acteurs de la société civile que les partis politiques sur des grandes questions, par exemple. Oui, mais les acteurs de la société civile ne vont pas aux élections. Ils n'iront pas aux élections. Tout à fait. Donc, vous savez, aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe. Il ne peut plus avoir léthargie. Il ne peut plus avoir léthargie parce que les uns sortiront les autres de leur silence. Mais comme je dis, tout ne se joue pas médiatiquement. Donc, ce n'est pas parce que les gens se taisent qu'ils ne travaillent pas. Alors, si le travail se fait à l'ombre de tout bruit, et que il y a une gestion du terrain qui est en marche, c'est ça qu'on appelle, on est surpris. Mais aucune élection ne se fait pas surprise. C'est parce que les gens travaillaient. Mais sur des questions d'intérêt, par exemple, on prend la cherté des denrées alimentaires, on n'entend personne sur cette question, par exemple. Non, vu ainsi, oui. Je pense que les partis ne jouent pas encore bien leur rôle. Ça, on avait dit ça une fois déjà. Il faut qu'ils se dynamisent plus. Et là, l'un peut sortir les autres de leur... Je reviens encore, l'un peut sortir les autres de leur léthargie, de leur silence. On va voir. Je connais l'activisme d'Irénée Agossa et je me dis que ça va être un peu bouillant. Après, lorsque vous êtes chef de parti également, il y a un équilibre à observer. Je pense qu'il a été colistier de Kowi. Il n'a pas, enfin, je pense qu'il a pu être discipliné, comme on le dit. Ça veut dire qu'il peut gérer. Voilà.
Agapit Napoléon Mafoiga, on parlera toujours de l'opposition, hein, parce que cette semaine, nous avons eu droit quand même à cette tournée de Paul Nkwe au niveau donc, de certaines institutions élargies donc, au médiateur de la République. Agapit Napoléon Mafoiga, Paul Nkwe est préoccupé tout de même par l'indépendance de la justice. Ça, c'est tout de même clair et il faut pas banaliser parce que quand même, c'est le chef de file de l'opposition qui est préoccupé. Bon, il faut peut-être qu'on voit le contenu de ce qui le préoccupe. Puisque moi, je ne sais pas si la justice n'est pas indépendante. Je ne sais pas. C'est la question de l'indépendance des médias, l'indépendance de ci, de ça. Lorsqu'on prend une décision que vous n'appréciez pas, la personne qui a pris la décision n'est pas indépendante. L'indépendance de l'habit de football, l'indépendance d'ici. Donc, pour moi, c'est une formule un peu trop utilisée. Moi, je ne sais pas ce qui est dedans. Et donc, peut-être que les acteurs qu'il a eu à rencontrer ont compris le contenu de ce qu'il veut dire. Quand cette question est posée comme ça, puisqu'il a fait référence également au statut des magistrats, par exemple, jusque-là, pour lui, rien n'a été fait, donc il est tout de même inquiet d'un certain nombre de choses, surtout quand on voit que peut-être certains opposants ont été interpellés et ça pourrait peut-être susciter ce questionnement dans le cœur de Paul Nkwe. Donc, quand on est opposant, on ne doit pas être interpellé. Être opposant veut dire on a la carte blanche, on ne répond de rien. Non, c'est pas ça qui rend la justice indépendante. Je pense que la question de l'indépendance de la justice se pose sur plusieurs plans. C'est une affaire d'organisation. Quand on parle de l'indépendance de la justice, en clair, on parle de l'indépendance de l'homme, de l'individu. Hein, depuis que je vous l'ai dit, au niveau de l'habit du football, on va te parler de l'indépendance du juge. J'ai écouté le débat des éditorialistes par rapport à la décision du tribunal arbitral sportif. Exactement. Où on a parlé de lobby. Alors donc, lorsqu'on parle de lobby, donc on n'est plus dans l'indépendance, par exemple. Donc, partout où il y a décision, les gens trouvent qu'il y a un problème d'indépendance. Quelles que soient les réformes qu'on fera, quelles que soient les réformes, au niveau du juge, au niveau du magistrat, au niveau de toute personne qui décide en dernier ressort, quelles que soient les réformes qu'on fera, il y aura toujours un problème d'indépendance. Parce qu'on prendra une décision, vous ne serez pas d'accord, et vous allez dire qu'on n'est pas indépendant. Sinon, tel que la justice est structurée, on l'a hérité de la colonisation. Donc, ça veut dire que le colon, même, il n'y a pas d'indépendance de la justice, c'est chez lui. Et le débat est d'ailleurs fréquent en France. Donc, bon, je ne sais pas s'il y avait une proposition concrète, on pourrait débattre, mais moi, si on prend cette question, on peut aller dans tous les sens. Donc, et donc, sur cette question, l'opposition peut faire des propositions, en réalité. Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire des propositions? Tout le monde est ouvert. Je pense que les propositions... Personne n'est là, au moins, il y a même abondance de propositions, ne nuit à personne. C'est celui qui veut en tenir compte. Vous savez, je vous dis souvent, nous ne connaissons pas le lobbying, c'est qu'il y a une forme de pression douce pour aboutir à un résultat, Le lobbying est une bonne forme de combat, mais on ne le connaît pas, on ne l'expérimente pas. Les questions des opposants dehors, qu'on appelle exilés, cette question, il y a plusieurs manières de la résoudre. Ce n'est pas une affaire d'indépendance du juge. C'est une affaire de management, une nouvelle fois. C'est une affaire de management relationnel. Parce que tout simplement, il y a des gens qui peuvent parler à d'autres. Le problème va au-delà de la justice. C'est des problèmes de soupçon, d'ego et autres. Voilà. Bon, comme vous le dites souvent, donc c'est une question de personnalité en réalité. C'est une question de positionnement. Si je ne suis pas d'accord, je trouve que la justice n'est pas indépendante. Si je suis d'accord, tout cas, elle est indépendante. Voilà. Donc, vu ainsi, on n'en finirait jamais. Par contre, c'est des propositions concrètes, surtout avec les juges. C'est vrai qu'il y a des réformes du système judiciaire un peu partout, mais quand il y a des réformes, il y aura toujours l'homme au cœur de la décision. Et tant que l'homme interviennent d'autres manières, enfin d'autres choses qui ne sont pas toujours maîtrisées, contrôlées. Voilà. Très bien.
Puisque nous parlons de la justice Agapit Napoléon Maforican, on y reste puisque le 6 juin dernier, la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Gogbenou a bouclé 3 ans d'exercice et on a d'ailleurs fait le bilan sur nos antennes grâce à la présence donc du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. 1700 décisions rendues. Agapit Napoléon Maforican, une cour par ailleurs de développement, on peut s'en réjouir. Oui, on l'a également évoqué. Ce qu'il faut ajouter, ce sur quoi je voudrais peut-être mettre l'accent, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, et Madame Poyon, je l'ai écouté dans le documentaire, elle a apprécié. C'est l'ouverture de la cour. Ça permet de comprendre les décisions. Et ça vous permet que vous soyez parti, quelle que soit votre position dans le dossier, quelle orientation le juge donne au dossier. Mais vous-même, vous avez eu le temps d'exposer vos motifs. Et devant un public. Et ça, c'est bien. Comme ça se fait au prétoire ou à la Cour suprême, vous avez la latitude de dire ce que vous en pensez. Et ça, c'est vraiment une évolution. C'est une évolution. Sinon, on a eu des décisions, personne ne sait comment la Cour s'est pris. Bon, de toute façon, les 7 sages auparavant s'enfermaient dans leur couvent. Oui, vous savez, tout évolue. C'était au départ, c'était une certaine posture du juge constitutionnel. Il ne faut pas faire certains débats devant. Et puis, comme ça n'a pas été clairement écrit, il fallait analyser les différents. C'est parce que, bon, moi, je pense que le professeur Gogbenou, avocat, a été inspiré par cela. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée ou si c'est tout le collège. Ça vient. Mais en tant qu'avocat, il a appris à défendre. Il a appris à prester. Et donc, peut-être que dans une décision rapidement, ça lui est arrivé de dire, tiens, et si on ouvrait? Je ne sais pas. Et peut-être qu'on saura qui. Mais de toutes les façons, en matière de justice, quelle qu'elle soit, quand on vous donne l'occasion d'aller exposer et de suivre déjà le rapport, l'orientation du dossier, vous quittez là presque. Avec une idée de ce que ça devrait être. Or, avant vous déposez les recours, et c'est brutalement, je vous dire que la décision est sortie. Mais l'autre chose, Agapit Napoléon Maforican, vous savez qu'il y a toujours des conservateurs. D'ailleurs, après la modification du règlement intérieur, certains se sont posé la question de savoir est-ce qu'on ne touche pas justement à ce caractère sacré quand même. C'est sacré, la Cour constitutionnelle. Les conservateurs ne sont toujours pas d'accord quand même. Heureusement que leur accord n'est pas nécessairement requis pour avancer. Donc, ils sont conservateurs. Il me semble qu'il y a d'autres qui ont envie d'avancer. Rien n'est statique. Hein? Tout est en mouvement. Voilà. Donc, si tout est en mouvement, la vérité d'hier peut ne pas être celle d'aujourd'hui. La réalité d'hier peut évoluer aujourd'hui. Donc, ils veulent être conservateurs, qu'ils conservent bien ce qu'ils font, ce qu'ils ont comme idée. Mais celle-ci, ceux qui ont envie d'avancer avec le temps, en gardant quand même la structure. Parce que on n'a pas touché. La révision de la Constitution n'a même pas touché à un cheveu de la Cour constitutionnelle, comme on dit. Donc, le caractère sacré de la Cour reste. Après, encore que la Constitution n'a pas dit que la Cour constitutionnelle était une cour sacrée. C'est une haute juridiction comme la Cour suprême, comme aujourd'hui la Cour des comptes, comme la Haute Cour de justice. Donc, vous ne pouvez pas, en tout cas au moins pour ces 3 cours, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Cour des comptes, au moins là, c'est des hautes juridictions, chacun dans sa matière, et ils prennent les décisions comme leur texte les ont dit. Donc, mais à l'interne, le règlement intérieur de la Cour a été écrit par les membres de la Cour, ce n'est pas le constituant qui l'a écrit, par exemple. Donc, ils peuvent le modifier. La procédure à suivre. La procédure à l'interne n'est pas dans la Constitution. C'est une procédure que la Cour se donne en restant collée à la Constitution tant que prérogative et moyen d'action peut-être. Donc, dans le cas d'espèce, la Cour n'a touché à rien de sa substance. Mais elle a touché à la procédure. Et ça, elle en est à droit. N'en déplaise le conservateur. Très bien.
Vous savez qu'il y a eu justement des débats sur la constitution des membres donc, de la Cour constitutionnelle, ou même un ancien président de la Cour constitutionnelle trouvait que oui, au regard du profil de ceux qui font partie donc de cette Cour. C'est un faux débat, c'est un faux débat, l'affaire de qualification. C'est un faux débat. Est-ce qu'il faut encore revenir là-dessus? Ça ne fait pas avancer. C'est un faux débat. Eux, même ceux qui l'évoquaient savaient que c'était un faux débat. Un ancien président de la Cour? J'ai dit, même ceux qui l'évoquaient et savaient que c'était un faux débat. La question, c'est que le problème, un conseiller de la Cour qui est rapporteur d'un dossier, c'est pas lui seul qui travaille. Il a des cadres qui sont du secteur, selon leur profil. Il y a différents profils. Donc, je pense que si quelqu'un a une spécialité de droit privé, il s'entoure de spécialistes de droit public. N'oubliez pas, le RG de la Cour est un publiciste, il est docteur en droit public, par ailleurs. Mais la question est loin d'être là, c'est un faux sujet, c'est un faux débat. Hein? Nous, on a connu sur le PPB les juges populaires non professionnels. Les juges populaires non professionnels. Où la justice était rendue à des niveaux donnés, où les assesseurs étaient peut-être à des niveaux donnés, je n'ai plus tout ça en tête, pas des juges qui n'étaient pas des magistrats, des juges populaires non professionnels. Et l'expérience n'était pas du tout mauvaise. En théorie, c'est que nous ne sommes pas expérimentés. On a tout jeté. On a tout jeté. Parce que le magistrat dont vous parlez, quelle que soit sa formation, devant certains dossiers, il perd ses outils. Il perd parce que plusieurs autres paramètres entrent en jeu. Ce n'est pas une affaire d'indépendance. C'est une affaire d'homme, de situation. Et celui qui a déjà des expériences, un quinquagénaire, là je ne fais pas toujours la sagesse, mais un quinquagénaire qui a déjà peut-être 25 années d'expérience et qui a déjà vu d'autres face à une situation, n'a pas les mêmes réactions qu'un débutant. C'est tout. Donc, cette affaire de juge populaire non professionnel avait quand même une finalité qui n'était pas mauvaise. Et puis ça permettait de pallier à l'absence de juges à l'époque et de magistrats. Il y en avait. Le besoin était chronique. Voilà. Donc, je ne demande pas qu'on retourne à ce système. Je ne demande pas, mais je l'évoque juste pour vous dire qu'on pose de faux sujets. On les pose dans la mesure où nulle part dans la Constitution, nulle part dans le règlement intérieur, nulle part dans la loi organique, il a dit que pour être à la Cour constitutionnelle, il faut tel ou tel. Le profil de membre de la Cour constitutionnelle a été défini dans la loi organique de la Cour constitutionnelle. Et donc, cette loi n'a pas été violée. C'était un faux débat. Ceux qui l'ont ouvert savaient que c'était un faux débat. 1700 décisions rendues en 3 ans, c'est bien beau, mais certains se posent la question de savoir, est-ce que la Cour demeure, ou la Cour reste ce pouvoir, ou du moins cette institution de contre-pouvoir? Pourquoi la Cour va toujours dans le sens de l'exécutif? Agapit Napoléon Mafoikan. Je vous ai dit, il y a certaines formules qui ne sont pas dans la Constitution. Nulle part vous n'allez voir contre-pouvoir dans la Constitution. C'est des institutions. Et moi, je suis ferme sur ça. D'en faire des histoires où il y a des contre-pouvoirs, oui. C'est des théories de sciences politiques. Les gens ont sorti ça, bon voilà. Parce que Montesquieu a dit ceci, bon voilà. Donc il faut que le pouvoir aide le pouvoir, donc c'est des contre-pouvoirs, tout ça. Mais c'est quoi? L'idée de contre-pouvoir crée psychologiquement une logique d'affrontement. Contre-pouvoir. C'est un pouvoir. Comment un pouvoir contre un autre pouvoir pour régler des problèmes de l'État, des problèmes communs? Sinon, il peut y avoir abus, il peut y avoir dérive. Absolument. C'est pour ça qu'on a partagé le pouvoir. C'est pour ça que le pouvoir est partagé. C'est pour ça qu'il y a des voies de recours. Donc, moi, la formule contre-pouvoir me pose problème toujours parce que quand je l'analyse, je comprends que lorsque les gens attendent
cet affrontement. Et quand ils ne l'ont pas, ils disent que bon voilà, les institutions ne fonctionnent pas, le chef de l'État a la main sur toutes les institutions. Mais comme je dis, un chef d'État qui arrive et qui fait les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire on te dit il faut nommer ici, je nomme. On te dit il faut nommer là-bas, je nomme. Je ne nomme pas plus que les tests disent. On dit que le profil dégagé sont nommés. Et après, quand il a fait son travail, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en plus? Donc, cette affaire de contre-pouvoir, c'est un faux, c'est un non-sens. Moi, je dis non-sens. Parce que ça crée un affrontement. Or, l'organisation de l'État n'est pas faite pour qu'il y ait affrontement, mais c'est pour qu'il y ait complémentarité. La séparation des pouvoirs n'est pas l'affrontement des pouvoirs. La séparation des pouvoirs n'est pas la confrontation des pouvoirs. C'est la complémentarité des pouvoirs. Et donc, on a dépouillé l'État de certaines prérogatives, l'État central, le gouvernement. On a créé des institutions qui prennent certaines de leurs fonctions. Quand vous regardez la HAC, le débat a été fait en temps. Mais tout ce que la HAC fait, c'est le gouvernement qui le faisait avant. Donc il a plu aux constituants de confier ce point de travail à la HAC. Mais la HAC ne prend pas l'impôt. La HAC, son fonctionnement a beau être indépendant. Son fonctionnement tient les moyens mis à sa disposition par l'exécutif. La Cour constitutionnelle, son fonctionnement tient des moyens mis à sa disposition par l'exécutif. La Cour suprême, même chose. Alors, comment vous voulez être contre celui qui vous donne les moyens de travailler? Et c'est justement ça, on n'aime pas Agapit Napoléon Mafoika. Donc, c'est le même État. L'expression contre-pouvoir, c'est une expression contre-productive. Par contre, les autres, c'est des institutions constitutionnelles. Chacune dans sa matière. Et ils concourent tous. Il peut arriver qu'ils s'entendent. Il peut arriver qu'ils se combattent. Et s'ils ne s'entendent pas, la loi dit comment il faut régler. Tout est en place. Oui, on nous a habitués, par exemple. On sait que, bon, quand la Cour constitutionnelle se chamaille avec l'exécutif, on aime bien ça. On nous a habitués à ça pendant des années. Et aujourd'hui, on voudrait que nous nous habituions à ce mode que nous voyons aujourd'hui. C'est difficile quand même, Agapit Napoléon Mafoika. D'abord, je ne sais pas pourquoi c'est difficile, mais il y a longtemps que la Cour ne travaille pas systématiquement avec l'exécutif. Parce que les exécutifs ont compris qu'ils ont intérêt à mettre les moyens à la Cour constitutionnelle. Donc, les exécutifs, en dehors de la première mandature, il y a eu quelques difficultés avec le pouvoir parce qu'il fallait l'installer, tout avec. Donc, en dehors de cette mandature, les autres, plus ou moins, ont pu quand même tirer leur un peu du jeu parce que les gouvernements ne les ont plus affrontés, même si de temps en temps, certaines décisions sont attaquées. Bon, ça marche, ça avance. Donc, ceux qui se sentent mal parce que la Cour actuelle ne se chamaille pas avec le gouvernement, je pense qu'ils vont. Il y a longtemps qu'ils devraient mal se sentir. Le contre-pouvoir n'est pas l'affrontement du pouvoir. On n'a pas à se chamailler. Si le gouvernement mesure, il n'est pas dit que en France, combien de fois le Conseil constitutionnel retoque les textes du gouvernement? La logique voudrait quand même que le travail soit bien fait pour qu'il n'y ait pas, pour qu'elle ne soit pas cassée par la Cour constitutionnelle. C'est ça. C'est parce que nous, ces choses, on les a banalisées pendant longtemps. Le travail se fait maintenant mieux qu'avant. Et donc, quand ça passe à la Cour, à partir du moment où ceux qui doivent travailler, la procédure, les prérogatives, les normes de vos fonctions, ceux qui doivent travailler, mais ces documents vont passer. C'est à partir du moment où l'exécutif reste dans son rayon, dans sa sphère d'action, il n'y aura pas de problème avec la Cour constitutionnelle. Et quand le procès est passé, le docteur Balé, oui. Vous avez entendu, il a parlé, il a mis l'accent sur ce qui ne va pas trop, la question des droits de l'homme, que la Cour a pris des décisions, quand même qui ne sont pas des décisions inspirées du gouvernement. Donc, on ne peut pas, je pense que nous sommes beaucoup trop habitués à la crise, à une logique de crise, à l'ambiance de crise, à l'affrontement. Et les gens sont déçus que cette ère n'ait plus réellement lieu. Donc ils applaudissent encore ce qui reste un peu encore. Mais il me semble que le souhait, c'est que chacun dans sa sphère travaille pour réduire la charge des violations de la Constitution. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que la Cour n'est pas inventeur, la Cour est serviteur.
Oui, c'était la logique de Poisson. Je pense qu'on l'a remarqué sur le temps, on l'a remarqué sur les 3 années. La Cour a reprécisé un certain nombre de choses qui avaient été orientées autrement par les précédents. Et je pense que là également, le SGT, il a expliqué, c'est une affaire donc de choix. C'est parfois, dès lors que l'un ou l'autre ne viennent pas à la Constitution, ceux qui sont là se donnent leur objectif. Donc, est-ce qu'on ne court pas le risque pour que les prochaines mandatures puissent remettre en cause ce qui est fait aujourd'hui? Il n'y a aucun risque nulle part. Il n'y a que ceux qui seront là ne sont pas ceux qui sont ici. Mais ceux qui seront là ne diront pas autre chose que la loi. Tant qu'ils ne viennent pas à la Constitution, ils disent... Bon, c'est toujours avec la même Constitution qu'on se donnait des libertés. Cette fois-ci, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Non. Ceux qui vont venir peuvent changer. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre décryptage, le décryptage de la semaine qui vient clôturer, bien évidemment, votre grand programme dimanche, c'est politique. Agréable suite de soirée sur nos antennes.